C'est quoi? Bon sang! Ils se sont retrouvés en danger de mort. En quelques secondes. Une explosion secoue le vol 1380 de la Southwest Airlines. Les vibrations étaient si fortes que je ne voyais plus aucun de mes instruments de vol. Tous les passagers se sont mis à hurler de terreur. La cabine se dépressurise. J'ai senti que l'air était aspiré de mes poumons. Il s'est mis à faire très chaud et très froid en même temps. Pendant que les pilotes luttent pour reprendre le contrôle de l'appareil, Tu le redresses? les hôtesses font une horrible découverte. Le vol Southwest Airlines 1380 embarque ses passagers à destination de Dallas, au Texas. Andrew Needham, pompier et secouriste, rentre chez lui après un séjour à New York. Le but de ce petit voyage était de fêter mon diplôme d'urgentiste, ainsi que de faire une escapade en famille. Rangée 14, à votre droite. Merci. Après un voyage d'affaires à New York, Jennifer Riordan rentre chez elle. 144 passagers finissent de prendre place sur ce vol qui affiche complet. Dans le cockpit, le personnel navigant prépare le Boeing 737 au décollage. Vérification pré-vol. On y va. La capitaine Tammy Jo Schultz pilote des 737 depuis 24 ans. On rentre? Ce commandant de bord n'a rien d'ordinaire. Tammy Jo Schultz est une ancienne pilote de chasse de la Navy. Elle a combattu dans la guerre du Golfe, dans l'opération Tempête du désert, mais elle a aussi piloté des avions de lutte anti-incendie avant d'être engagée chez Southwest Airlines. Son second, le copilote Darren Ellisor, vole sur Southwest depuis 10 ans. C'est un ancien commandant de l'armée de l'air. J'adore voler. Ça nous permet de voir des lieux extraordinaires en se projetant vers une nouvelle destination chaque fois qu'on décolle. Premier segment? Je le prends. C'est leur deuxième jour sur un cycle de 4 où ils font équipe. Darren Ellisor prend les manettes sur le premier segment du vol. Je me suis installé dans le cockpit et préparé au décollage. Il faisait très beau sur l'aéroport de LaGuardia. Les conditions météo étaient excellentes. Un peu plus tôt, l'équipage est arrivé de Nashville. Le vol qu'ils effectuent vers Dallas est le deuxième et dernier de la journée. Veuillez prêter attention aux consignes de sécurité. Rachel Fernheimer, hôtesse de l'air, s'est embarquée sur Southwest Airlines il y a tout juste 2 ans. J'aime beaucoup ce métier. Être en contact permanent avec les passagers, parler avec eux, me dévouer pour eux, voilà ma vocation. Il arrive même qu'on échange des émotions fortes avec eux. Rachel fait équipe avec sa collègue, Shanique Mallory. Comme convenu, à 10h42, le vol 1380 décolle. V1. Décollage. Les 2 turboréacteurs à double flux propulsent le Boeing 737 dans les airs. L'avion avait presque atteint son poids maximal admissible. Les réservoirs à kérosène étaient pour ainsi dire pleins. Quand on pilote un appareil aussi lourd, ses performances en sont affectées. Ça le rend moins réactif aux commandes. Pendant que l'appareil grimpe vers son altitude de croisière, les contrôleurs aériens de LaGuardia transfèrent le suivi du vol à leurs collègues new-yorkais. Southwest 1380, contactez contrôle aérien New York sur 133.47. 1380 reçu.
Mais 20 minutes après le décollage... Merci. Brusquement, tout a basculé. C'est quoi? Bon sang! On a entendu une très violente explosion. Il y a aussi plein de voyants d'alerte qui se sont mis à clignoter dans le cockpit. Et tout l'appareil a été pris de très fortes vibrations. En un instant, ce vol, qui devait être un trajet banal vers Dallas, s'est transformé en cauchemar potentiellement mortel. L'avion se dépressurise. J'ai senti que l'air était littéralement aspiré de mes poumons. On était complètement déboussolés. De toute ma carrière de pilote, je n'avais jamais vécu une chose pareille. Le copilote Darren Ellisor lutte pour garder le contrôle de l'appareil qui penche dangereusement à gauche. J'ai empoigné les manettes pour stopper le roulis et rétablir l'assiette. Tu le redresses? Les vibrations étaient si fortes que je ne voyais plus du tout les instruments de bord. On ne distinguait plus qu'un flou de couleurs mélangées. Je ne voyais rien d'autre que ça. Tu l'as toujours? Par chance, il faisait beau, l'horizon était parfaitement dégagé, et j'ai fini par rétablir l'assiette. La voilure est stable. Ça a l'air d'être bon. À 9700 mètres d'altitude, les pilotes doivent absolument savoir ce qui s'est passé. L'appareil est soumis à des vibrations intenses. L'altitude baisse, le régime moteur chute. Très vite, ils ont réalisé qu'ils avaient un gros problème de réacteur. Descente d'urgence. Le copilote Ellisor réduit la poussée et entame une descente rapide. Je savais qu'on avait un problème de pressurisation. Je me doutais qu'on avait une avarie moteur. J'ignorais ce qu'il pouvait y avoir d'autre, mais j'ai compris qu'il fallait qu'on descende vite. Southwest 1380, on a un feu moteur, descendons d'urgence. La capitaine Schultz alerte la tour de contrôle de New York. La fumée dans le cockpit trahit peut-être un réacteur en feu. Tammy Joe pensait que c'était de la fumée, mais pas moi à ce moment-là. Parce qu'un accident de décompression explosive provoque une condensation qui ressemble à du brouillard. Reçu Southwest 1380. Sur quel aéroport voulez-vous atterrir? Donnez-nous les coordonnées du terrain le plus proche. Reçu. On savait qu'on devait faire atterrir l'appareil en urgence. Alors j'ai regardé l'écran cartographique et j'ai vu 2 aérodromes qui étaient proches. Si ce n'est que c'était de tout petits terrains. Ils n'étaient peut-être pas équipés des dispositifs et des équipes anti-incendie et de sauvetage nécessaires à ce type d'urgence. Et leurs pistes risquaient d'être trop courtes pour nous. Le copilote Darren Ellisor voit une autre possibilité à 113 km de là. Il s'agit d'un aéroport qu'il connaît bien. Je lui ai montré sur l'écran l'aéroport de Philadelphie et elle l'a tout de suite reconnu. Ok, Philadelphie. Mais le vol 1380 perd rapidement de l'altitude. Hésitante sur le type d'avarie moteur de l'avion, le commandant de bord avertit les passagers. Mesdames et messieurs, c'est votre commandant qui vous parle. Un incident imprévu nous oblige à nous poser à Philadelphie. Je vous remercie de rester assis et attachés. Tu sais quoi? Je prends la main. Vas-y. En vertu de son grade, le commandant Schultz reprend les manettes. J'étais prêt à suivre ses ordres à la lettre. Elle a piloté pendant que je devais faire la checklist atterrissage et ça m'allait parfaitement. Darren Ellisor commence les vérifications avec cette particularité. Voler avec un moteur défaillant, et peut-être même en feu. Le moteur 1 doit être éteint d'urgence, au risque de provoquer d'autres dégâts. Si l'automanette est enclenchée, débrayez. La checklist atterrissage nous oblige à respecter plusieurs étapes. Débrayez. Il a fallu retarder le système de régulation automatique de poussée sur le moteur défaillant et ensuite actionner le commutateur d'avertisseur d'incendie. En situation d'urgence, on a vite fait d'oublier ou de négliger quelque chose. Les checklists sont conçus par souci d'efficacité et pour assurer la sûreté de l'appareil et du vol.
Le vol 1380 n'est plus qu'à 10 minutes de l'aéroport international de Philadelphie. Sur place, les contrôleurs aériens s'efforcent de guider le vol dans les conditions les plus sûres. Southwest 1380, vous arrivez en urgence ou vous serez en descente continue? Dès que l'avion descend en dessous de 3000 mètres d'altitude, l'équipage n'a plus besoin des masques à oxygène. En descente continue. La capitaine demande une approche plus longue pour pouvoir finir la checklist avec son copilote. On a encore des choses à vérifier. Je veux aussi parler aux filles. J'ignore ce qui s'est passé en cabine. Vas-y, je gère la situation. La cabine, vous m'entendez? J'ai appelé les hôtesses et la chef de cabine, mais je n'ai pas eu de réponse. J'ignorais tout ce qui se passait derrière nous. J'ai eu aucune réponse. À ce moment-là, j'ai vraiment eu peur. J'étais si inquiet que j'étais prêt à me lever pour aller voir. Mais avant que Darren Ellison ne quitte son siège, il reçoit un appel de la cabine. Allô? Un hublot s'est brisé, une passagère a été aspirée. Southwest 1380 a décollé il y a 20 minutes pour un vol de 4 heures de New York à Dallas. Mais soudain, tout bascule à bord. On a entendu un bruit assourdissant qui se répétait sans arrêt, comme si on cognait violemment l'avion. Je ne comprenais pas ce qui se passait. C'était un fracas métallique, comme si on cisaillait ou on broyait la carlingue. J'espère ne plus jamais entendre ça. J'ignorais si c'était dû à de grosses turbulences ou si l'avion avait un problème. Mais je savais que c'était grave. Rapidement, la situation empire. La cabine se dépressurise à mesure que l'air est aspiré par l'atmosphère extérieure. Voilà ce qui se passe. Vous avez le souffle coupé d'un seul coup. C'est comme si l'air vous était volé de vos poumons. Vous êtes pris par surprise et ça vous oblige à respirer. Pour respirer, les passagers et l'équipage doivent recourir au masque à oxygène. Un passager a filmé la panique avec son téléphone. Toute la cabine était prise de hurlements de terreur. Le bruit ambiant était assourdissant et les secousses violentes. Qu'est-ce qui se passe? Attache-toi! Quand j'ai vu Chenick, je n'avais pas eu le temps de faire le point en regardant autour de moi. Et la seule chose que j'ai pu lui dire était de vite s'attacher au strapontin. J'ai senti mes yeux devenir lourds. Tout est devenu très chaud et très froid en même temps. À mesure que l'air chaud pressurisé diffusé par l'avion est aspiré à l'extérieur, il laisse place au moins 45 degrés de température extérieure. Très vite, il fait un froid glacial. Je sentais que l'air manquait autour de moi. Dans ces moments-là, il faut veiller à ne pas manquer d'oxygène. Alors j'ai pris une grande bouffée d'air dans le masque et sans réfléchir, je suis retournée dans la cabine pour aider. Une rangée de sièges après l'autre, le personnel de bord vérifie l'état de santé des passagers. Le vacarme ambiant rend la communication presque impossible. Je les ai regardés les uns après les autres dans les yeux et j'ai dit « Ça va aller, on va y arriver, je suis là ». Alors qu'à ce moment-là, mes collègues et moi n'étions sûrs de rien. Mais à la rangée 14, l'hôtesse se retrouve confrontée à une vision d'horreur. Le corps d'une passagère était partiellement sorti de la carlingue. Sa ceinture de sécurité était la seule chose qui la retenait encore à bord. Tout ce qui était au-dessus de sa poitrine disparaissait de l'avion. Tenez bon! Quand un appareil se dépressurise, l'oxygène de la cabine est brusquement aspiré par le trou, en l'occurrence par ce hublot brisé et donnant à ciel ouvert. Je vous laisse imaginer la force d'aspiration. Ça va aller. La passagère Jennifer Riordan a été partiellement aspirée de son siège. J'ai tiré de toutes mes forces pour tenter de ramener Jennifer dans la cabine. Je me souviens avoir hurlé « Ça va aller, on vous tient. Ça va bien se passer ». Je voulais juste qu'elle comprenne qu'on ne l'abandonnait pas. Tenez bon, on vous tient, on va vous ramener. À l'aide!
Andrew Needham, pompier et secouriste de métier, vole à leur secours. Ça a tout de suite fusé dans ma tête. Il y avait une passagère en danger de mort et il fallait que j'aide coûte que coûte. Andrew Needham et un autre passager, Tim McGinty, unissent leurs efforts pour sauver Jennifer Jordan. Instinctivement, je me suis accroché à la première chose que je trouvais et j'ai pu empoigner le pantalon de Madame Riordan. Mais je ne pouvais pas faire levier. Pendant que les deux passagers luttent pour sauver Jennifer Jordan, les pilotes ignorent la gravité de la situation en cabine. La cabine, vous êtes là? Le cockpit essayait de nous joindre, mais on ne pouvait pas entendre quoi que ce soit dans un tel vacarme. Personne ne répond derrière. L'hôtesse Shanique Mallory finit par joindre les pilotes. Allô? Un hublot s'est brisé, une Passagère a été aspirée. Ma collègue et moi étions figés de stupeur. On n'est pas du tout préparés à entendre ce genre d'horreur. Tammy Jo et moi, nous nous sommes regardés complètement incrédules, quasiment en état de choc. Bon, descente d'urgence. Une passagère est en danger de mort imminente. Dans ce cas, il faut atterrir vite, freiner et faire monter les secours. Les pilotes doivent poser le vol 1380 aussi vite que possible. À 1800 mètres au-dessus de la Pennsylvanie, le vol Southwest 1380 a perdu l'usage du moteur gauche et s'est rapidement dépressurisé. Tous les autres passagers sont attachés? Je crois que tout le monde est assis. Mais maintenant, les pilotes doivent affronter un autre problème terrifiant. On a essayé de la faire rentrer. Je ne sais pas du tout comment elle va. Mais le hublot s'est complètement volatilisé. Deux passagers s'évertuent toujours à ramener Jennifer Jordan à bord. On avait beau tirer de toutes nos forces, rien n'y faisait. Ces deux messieurs bienveillants se sont retrouvés à lutter contre un flux d'énergie d'une puissance inouïe. Imaginez un courant d'air de 480 km/h. Personne ne fait le poids. Vite, ralentis à 210 nœuds. Dans le cockpit, Darren Ellisor a une idée pour sauver Jennifer Jordan. Je me suis tourné vers Tammy Jo et je lui ai dit qu'il fallait décélérer à 210 nœuds, soit 400 km/h. Je savais que la vitesse trop élevée de l'appareil empêchait les gens derrière nous de ramener la passagère en cabine. On l'a! On la tient! Darren Ellisor a eu l'idée de génie. En ralentissant l'avion, les pilotes ont permis aux sauveteurs de ramener la victime en cabine. Les pilotes ont réduit les gaz et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a pu la ramener en sécurité. Mais Jennifer Jordan est dans un état grave. Elle ne donnait plus aucun signe de vie. J'ai cherché son pouls et j'ai commencé à faire un massage cardiaque. On ne s'est jamais demandé, est-elle toujours en vie? On s'est dit qu'elle était encore avec nous. Et on a cherché tout ce que l'on pouvait faire pour qu'elle reste vivante. Vite, il lui faut du secours. Les pilotes tentent l'impossible pour sauver Jennifer Jordan. 48 km les séparent encore de l'aéroport de Philadelphie. On savait que la seule chose à faire, c'était de se poser au plus vite. Jamais ça n'avait été aussi critique. Une dame est venue nous aider. Elle était infirmière. Et Andrew, qui était urgentiste et pompier, s'activait à faire un massage cardiaque à la victime. J'ai compris qu'à deux, ils avaient la situation en main. Préparez les ambulances sur le tarmac, on a des victimes. Reçu, passager blessé. Vous avez un feu à bord? Non, pas d'incendie. Mais il nous manque des pièces. Un hublot a explosé et une personne a été aspirée. Vous avez bien dit une personne aspirée? Oui.
Southwest 1380, ne vous inquiétez pas. Tout est prêt pour vous accueillir. Virez à droite, vous verrez l'aéroport. Le vol 1380 descend à 900 mètres d'altitude. Ouvre les volets à 5. À 32 km de l'aéroport, les pilotes se préparent à atterrir. Elle a décidé de voler à une vitesse supérieure à la normale, avec les volets ouverts à 5, pour avoir moins de poussée et de portance. Ancienne pilote de chasse, le commandant de bord sait réguler sa vitesse pour mieux contrôler ses manœuvres. Elle a choisi d'ouvrir les volets modérément, tout en approchant de la piste à une vitesse légèrement supérieure à la normale, pour s'assurer un meilleur niveau de maniabilité. Voler à 5. T'es sûr que c'est pas plus prudent de les ouvrir à 15? Tammy Jo a d'abord demandé à atterrir avec les volets ouverts à 5. J'ai remis son choix en question parce qu'en temps normal, quand les deux moteurs fonctionnent, on atterrit avec les volets ouverts à 15. C'est le commandant de bord qui a le dernier mot. Elle pilote ce Boeing depuis longtemps, elle en connaît les réactions, et elle a décidé d'atterrir avec les volets à 5. Quelle vitesse pour l'ouverture à 5? 148. Aucune préconisation n'est prévue pour un seul réacteur et des volets orientés 5. Les pilotes doivent calculer eux-mêmes la bonne vitesse s'ils veulent réussir la manœuvre. 148, ça donne 160 plus 20, 180. Je connaissais juste la vitesse pour des volets ouverts à 15, alors j'ai ajouté 20 nœuds, soit 37 km/h. Avec le recul, je me dis que c'était un peu excessif, mais mieux vaut un tout petit peu plus de vitesse que pas assez. À seulement 300 mètres d'altitude et à 5 km de l'aéroport international de Philadelphie, les pilotes se préparent à atterrir d'urgence. Dans la cabine, les deux passagers s'évertuent toujours à ranimer Jennifer Jordan. J'ai vu apparaître rapidement des arbres et de l'herbe. Et j'ai compris qu'on atterrirait d'un instant à l'autre, et à très vive allure. Continuez! Je me suis posé tout à coup la question, pourquoi ne nous a-t-on pas dit de nous recroqueviller? Mais en même temps, je ne voulais pas abandonner. Andrew a poursuivi le massage cardiaque. Et puis, je me souviens que j'ai regardé par un hublot, je me suis tournée vers la cabine et j'ai lancé « Que tout le monde se recroqueville sur son siège !» Puis j'ai essayé d'avancer par série de rangs. Et j'ai montré aux passagers comment il fallait se baisser. Et quand j'ai réalisé qu'on atterrissait beaucoup plus tôt que prévu, j'ai couru à l'avant de l'avion en espérant y arriver à temps pour m'attacher au strapontin. Southwest 1380, autorisé à atterrir piste 27 gauche. Reçu, Southwest 1380 sur 27 gauche. Dans quelques secondes, le vol 1380 qui file à une vitesse prodigieuse va toucher le tarmac. À cause du braquage réduit des volets, leur vitesse d'approche était de 80 km/h supérieure à ce qui est prévu pour l'atterrissage d'un 737. Aérofrein. Armé par voyant vert. Les pilotes ignorent l'étendue des dégâts sur l'avion. Ils effectuent une approche à vive allure en inversant la poussée du seul moteur censé les ralentir. Mais la piste n'est peut-être pas assez longue pour les stopper sans danger. 15 mètres. Le sort des 114 passagers va se jouer dans quelques instants. On est arrivé beaucoup plus vite qu'à la normale. J'ai su que l'atterrissage serait très brutal. Le pire pouvait vraiment nous arriver. On ignorait tout de cette avarie. Est-ce que tout allait exploser? Le vol Southwest 1380 s'apprête à atterrir en catastrophe à l'aéroport de Philadelphie. 9 mètres. Le commandant Schultz est une ancienne pilote de la Navy. Elle a posé des frelons F-18 dans des zones de combat. Mais cet atterrissage-là ne ressemble à aucun autre. 3 mètres. On n'a pas voulu remettre les gaz pour refaire un tour. Il fallait se poser vite pour que les passagers blessés soient secourus dès que possible. Je n'ai pas eu le temps d'arriver à mon strapontin avant que le train d'atterrissage ne touche la piste. Alors je me suis recroquevillée et des passagers m'ont retenu d'une main. Aérofrein. L'inverseur de poussée du seul moteur actif entre en action. Mais s'il ne fonctionne pas, l'avion risque de sortir en bout de piste. En tant qu'hôtesse, nous devions être prêtes à ce que le pire survienne.
Je me revois répétant dans ma tête, « Bon, mes issues de secours sont ici, mes passagers sont là. » Et puis on s'est posé finalement, tout en douceur. Merci Seigneur. Merci. Merci infiniment, mon Dieu. Je vais l'arrêter aux camions de pompiers qui sont là-bas. Le vol 1380 finit par stopper. À ce moment-là, j'ai compris qu'on y était arrivé. Nous avions survécu. Mais la situation de crise n'est pas finie. Grièvement blessée, la victime a besoin de soins immédiats. Mesdames, messieurs, Ici le cockpit. Veuillez rester assis, les secours secours arrive. Surtout restez bien assis. Je n'ai pas tout de suite été soulagé. J'étais trop occupé à garder le contact d'un côté avec le personnel de bord et de l'autre avec les secouristes et les pompiers. Les sauveteurs se précipitent à bord. Ils ont beau tenter l'impossible pour ranimer la victime, il est déjà trop tard. Jennifer Jordan est la première passagère depuis plus de 9 ans à décéder dans un avion de ligne américain. La perte d'une passagère est toujours une tragédie, évidemment. Mais qu'il y ait des victimes ou pas, les bureaux d'enquête sur les catastrophes considèrent que les défaillances matérielles de ce genre sont toujours très graves. Le bureau d'enquête pour la sécurité de l'aviation civile dépêche à Philadelphie une équipe d'enquêteurs. Les spécialistes carlingues, vous commencez par le hublot brisé. Suis-moi. L'enquêteur en chef coordonne une équipe d'experts en crash aérien. Éclaire, s'il te plaît. Ils ont été très surpris de réaliser l'ampleur des dégâts. Je crois même que tout le monde a été stupéfait. Rapidement, les experts comprennent pourquoi le hublot de la rangée 14 a explosé. Le moteur gauche situé tout près s'est désintégré. On aurait dit qu'une explosion s'était produite face au réacteur. Ce n'est pas le genre d'avarie moteur qu'on rencontre habituellement, mais là, c'était carrément énorme. Les enquêteurs examinent minutieusement le moteur détruit. Ils ne trouvent pas de traces de suie à l'intérieur. Il n'y a donc pas eu d'incendie en vol. Rapidement, ils vont découvrir ce qui l'a pulvérisé. Ça vient d'une pale de réacteur. En fonctionnement normal, la soufflante située à l'avant du réacteur effectue 5000 rotations minutes. Ces 24 pales alimentent en air la turbine du moteur. C'est un élément essentiel du turboréacteur. La soufflante à l'avant est responsable de 90% de la poussée moteur. Mais l'une des 24 pales de la soufflante du moteur gauche s'est brisée en plein vol. Je vois des traces d'impact ici. En examinant attentivement les restes de la pale brisée, les enquêteurs reconnaissent des traces qui leur sont familières. Tiens donc, des cercles concentriques. Ces ondulations caractéristiques ressemblent à celles laissées par la marée sur les plages. On les repère très facilement. Ces marques à l'endroit où la pale s'est brisée ont un sens bien connu des experts. Très souvent, ce sont des fissures de fatigue, dont l'amorçage et la propagation sont insidieuses. Elles commencent par une minuscule fissure logée dans un petit endroit et qui s'agrandit avec le temps. À moins qu'on ne la détecte à temps, elle finira par briser la pièce. Trouve-moi l'historique de maintenance du moteur gauche. Remonte aussi loin que tu pourras. Les fissures de fatigue s'agrandissent sournoisement au fil du temps. Les compagnies aériennes ont l'obligation de procéder à des contrôles réguliers afin qu'aucun appareil ne vole avec des pales fragilisées. On dépose régulièrement les pales de soufflante de tous les appareils en service. À la moindre faiblesse détectée, elles sont systématiquement changées. Les pales subissent aussi des tests pour vérifier l'état de santé de leur métal et s'assurer qu'elles n'ont pas de fissures. Ce processus a lieu en permanence. C'est pourtant la fissure de fatigue d'une pale qui a provoqué des dégâts catastrophiques sur le vol 1380 et la mort d'une passagère. Comment cela a-t-il pu se produire?
Les experts du Bureau d'enquête pour la sécurité de l'aviation civile se demandent si les techniciens de maintenance aéronautique ont bien fait leur travail pour empêcher qu'une pale ne casse en plein vol. C'est quelle pale, tu dis? Le 13. Il est essentiel que les fissures de fatigue soient détectées très tôt, parce qu'elles ne peuvent qu'empirer avec l'utilisation répétée du moteur. Il arrive un moment où la fissure est si longue que la pièce n'a plus de résistance structurelle. Alors elle lâche, et c'est le drame. Les compagnies aériennes effectuent des vérifications régulières et programmées, en quête des moindres défauts sur les pales. Aussi, les enquêteurs se plongent dans les registres de maintenance en vérifiant les contrôles effectués sur les pales du moteur gauche du vol 1380. L'appareil a été entièrement révisé en 2012. Fais voir. Ils découvrent que toutes les pales de soufflante, dont la numéro 13, ont été dûment vérifiées lors d'une révision complète de l'appareil en 2012, soit 6 ans avant le drame survenu sur le vol Southwest 1380. Lorsqu'ils effectuent une maintenance, les techniciens commencent par ôter le revêtement de protection des pales. Puis ils utilisent un colorant fluorescent permettant de révéler toute fissure de fatigue. Le colorant fluorescent pénètre dans les fissures et celles-ci se mettent à luire sous l'effet d'un spectre ultraviolet. Les enquêteurs contrôlent les ordres de réparation passés sur les pales lors de la révision complète de 2012. J'ai trouvé. Il est dit que la pale 13 a été complètement vérifiée. Les pales de ce moteur ont été entièrement révisées en 2012. Cela veut dire qu'elles ont toutes été démontées, qu'on en a enlevé le revêtement protecteur, qu'on les a vérifiées, qu'on les a réenduites, puis remontées sur la soufflante. Les enquêteurs s'aperçoivent qu'au moment de la révision de 2012, toutes les pales furent déclarées en bon état et aptes au service. Mais dans quelles conditions ces pales ont-elles été entretenues par Southwest Airlines après la révision? On sait qu'elles doivent être lubrifiées et inspectées visuellement après avoir effectué de 1500 à 3000 vols. Je vois 7 autres contrôles d'entretien courant, tous complets et effectués dans les délais. Les techniciens de maintenance ont suivi à la lettre les procédures de révision qui étaient en vigueur pour tout le monde à l'époque. Si la pale numéro 13 a été régulièrement vérifiée pendant 6 ans et a satisfait au test, quand cette fissure a-t-elle pu se produire? Ça donne quoi? Viens voir. L'examen microscopique de la fracture en dira peut-être plus sur le début de la fissure de fatigue du métal. Je vois, la fissure était déjà en train de s'aggraver. Les fractures de fatigue répondent à un mécanisme de rupture subtil. Quand vous observez la pièce en question, elle a sa forme tout à fait normale. Pourtant, elle contient un petit défaut qui continue de s'accroître. Tout le temps de leur service, les pales sont soumises à des contraintes répétées. Quand un pilote allume le moteur, la force exercée sur les pales augmente jusqu'au régime maximal de la soufflante. Elles sont tiraillées par la force centrifuge qui exerce un stress intense sur l'embase. Quand on éteint le moteur, la contrainte disparaît. Chaque vol impose aux pales leur lot de stress à subir. Tu saurais me dire depuis combien de temps cette fissure s'aggravait? Facile. On va regarder de plus près. Regarde là. Grâce au grossissement élevé d'un microscope électronique, les enquêteurs décèlent d'infimes traces appelées striures. Il y en a des milliers. Les experts se sont aperçus que chaque striure correspondait à un cycle de vol du moteur. Et qu'en plus de ça, le nombre de striures correspondait au nombre de vols effectués par le moteur incriminé. Les enquêteurs recensent le nombre de striures présentes sur la pale fracturée. Ils vont ainsi relever des dizaines de milliers de traces microscopiques sur une minuscule pièce métallique. Il y a plus de 32 000 striures. Ta conclusion? En dénombrant les striures à la base de la pale numéro 13, les enquêteurs arrivent à dater le début de la fissure fatale.
La fissure a pu commencer à se produire il y a plus de 6 ans. Le résultat est éloquent. La fracture de fatigue sur la pale 13 a sans doute commencé à se produire avant la révision de 2012, lorsque les pales étaient censées avoir été minutieusement inspectées. Les enquêteurs ont conclu que la fissure était bien présente, mais qu'on l'avait négligée à la dernière révision et pendant les contrôles visuels qui ont suivi. Aussitôt, la pression sur les enquêteurs s'accentue. Il y a plus de 4000 Boeing 737 en service qui utilisent le même type de pale. Utilisée dans toute l'industrie aéronautique, cette même procédure d'inspection des pales n'a pas permis de détecter la fissure fatale. La catastrophe ayant frappé le vol 1380 pourrait se reproduire sur n'importe quel autre 737. Dès lors qu'une fissure de fatigue a commencé à se produire sur une pièce métallique, c'est comme si vous voliez dans une bombe à retardement. Les enquêteurs doivent absolument savoir pourquoi les techniciens de maintenance n'ont pas su déceler la fissure sur la pale ayant causé la tragédie du vol Southwest 1380. La dernière grande révision fut un contrôle dit par ressuage pénétrant. C'était le test officiel pratiqué à l'époque avec un colorant fluorescent. Le bureau d'enquête découvre que les autorités de réglementation du secteur ont été lentes à mettre en œuvre des technologies plus poussées. Il est malheureux de constater que des technologies efficaces existaient à l'époque, mais qu'on ne les a pas utilisées. On peut raisonnablement penser que si on les avait appliquées, la fissure aurait été décelée avant de se transformer en une fracture de fatigue. Les sondes à ultrasons permettent aux enquêteurs de détecter avec beaucoup plus d'efficacité les fissures. Dans un contrôle par ultrasons, une onde sonore est émise dans la pièce. Sa résonance permet de révéler les moindres défauts ou accidents structurels qui s'y trouveraient, que ce soit à l'intérieur ou à la surface de la pièce. Si une fissure de fatigue dans la pale 13 avait été décelée par les techniciens de maintenance grâce à cette technologie, la catastrophe du vol 1380 aurait pu être évitée. Un contrôle ultérieur aurait-il permis de trouver la fissure? Peut-être, mais ça ne faisait pas partie des procédures en vigueur à l'époque. Mais la fissure passée inaperçue n'explique pas pourquoi la pale brisée a provoqué de tels dégâts matériels. Quand une pale casse en plein vol, ça ne provoque pas forcément de catastrophe. Ce genre d'accident n'arrive pas souvent, mais cela arrive. Auquel cas, le réacteur est conçu pour contenir dans sa coque les débris et permettre à l'appareil d'atterrir en sécurité. L'accident survenu sur le vol 1380 a révélé une faiblesse sur les turboréacteurs du 737. Quand la pale brisée a été propulsée, elle a percuté les loquets de verrouillage du capot réacteur. Les 3 loquets de verrouillage situés sous le capot maintiennent celui-ci arrimé au réacteur. Ces loquets permettent aux techniciens de maintenance d'accéder au moteur pour l'entretenir. Pour ça, ils n'ont qu'à les ouvrir. Les enquêteurs s'aperçoivent que lorsque la pale de 5 kg s'est brisée, elle a été propulsée vers le bas et est venue percuter le dessous des loquets à l'un des endroits les plus vulnérables du moteur. L'impact a provoqué une ouverture suffisante du capot moteur pour que l'air s'y engouffre et pour qu'il soulève et fracasse le carénage en projetant tout autour ces débris métalliques. On a voulu savoir pourquoi on n'avait pas envisagé ce genre d'accident lors des tests de certification. Ce moteur avait été déclaré apte au service en 1997. En fait, la modélisation par ordinateur disponible à l'époque n'envisageait pas ce type d'avarie. Les enquêteurs comprennent maintenant ce qui s'est passé sur le vol Southwest 1380. Rangée 14, à votre droite. Merci. La minuscule fissure cachée dans la pale numéro 13 a mis plus de 6 ans à évoluer en une fracture de fatigue. Quand le vol 1380 a atteint son altitude de croisière, la pale à bout de résistance s'est rompue brusquement. Elle a percuté de plein fouet une zone sensible du capot et déclenché une réaction en chaîne qui a pulvérisé le moteur en propulsant un fragment du capot dans le hublot de la rangée 14.
Au contact de l'air extérieur, la cabine a subi une rapide dépressurisation. Jennifer Jordan, qui était assise au siège 14A, a été aspirée à l'extérieur. Tenez bon. Ça va aller. Quand j'ai vu cette passagère à moitié sortie de l'appareil, je me suis retrouvée en état de choc. Je m'attendais à tout voir dans mon métier, mais pas ça. À l'aide! Je me suis dit, le devoir m'appelle. Alors j'ai essayé de me placer dans la meilleure position possible, et un passager de la rangée 15 est venu me prêter main forte. On a tiré tous les deux de toutes nos forces. 15 mètres. Leurs années de formation et d'expérience aideront Tammy Jo Schultz et Darren Ellisor à ramener en sécurité l'avion sur le tarmac. L'ensemble du personnel navigant s'est comporté avec un talent exemplaire. Tout le monde a fait son travail et l'a bien fait. Ce fut l'illustration parfaite des techniques réactives et de l'excellente formation dont les pilotes et les hôtesses avaient bénéficié. Quand le moteur a explosé, j'ai éprouvé une forte anxiété. Mais vous savez, elle n'a pas disparu pour autant une fois qu'on a fini de poser l'avion sur la piste. Cet atterrissage d'urgence bien négocié a permis de sauver l'appareil. Malheureusement, cet accident a été fatal à Jennifer Jordan. Le bureau d'enquête et d'analyse a demandé à ce que Boeing revoie toute la conception de ses capots moteurs pour que l'arrachage d'une pale ne provoque plus jamais de catastrophe. L'industrie aéronautique développe désormais les contrôles de fissures par ultrasons. La mise en œuvre de cette nouvelle technologie a permis d'éviter des accidents similaires. Depuis, les techniciens de maintenance ont trouvé 23 pales présentant de potentielles fractures de fatigue. Et elles ont été mises hors service. Le monde entier a applaudi le sang-froid du capitaine Tammy Jo Schultz et de son copilote Darren Ellisor. Nous ne sommes pas des héros. Tammy Jo et moi n'avons fait que notre travail. C'est-à-dire qu'on a appliqué ce pourquoi nous avons été formés. Pour moi, ce sont les passagers et les hôtesses qui ont été héroïques. Ils ont mis leur vie en péril. C'est ça, être un héros. La réactivité des hôtesses a elle aussi été mise à l'honneur. Ce 17 avril, j'ai bien cru que notre dernier jour était arrivé. On rentrait chez nous, c'était un jour de retour à la maison, comme on l'appelle. Ce jour-là, je ne me serais jamais attendue à vivre ça. J'ai fait ce que je devais faire. En tout cas, ce 17 avril a été l'inverse de ce à quoi on s'attendait. Ça va aller! C'est peut-être ça le propre de l'homme. Quand tout va très mal, on n'a plus qu'à donner le meilleur de soi. Dans la pire situation qui soit, les passagers et les hôtesses sont débordés d'altruisme. On a fait du mieux qu'on pouvait, avec les moyens du bord. On connaît tous autour de nous des gens qui sont prêts à aider et qui veulent aider. Vous savez, nous ne sommes pas sur cette terre sans raison. Et pour certains, il s'agit simplement d'aider son prochain. Ce drame m'a permis d'en savoir plus sur la vie de Jennifer Jordan. J'ai découvert la bonté de cette personne, la bienveillance qu'elle mettait dans ses actions locales et à travers la fondation qui porte son nom. Son premier souci était que chacun de nous rayonne sur son prochain. Et même si elle n'est plus de ce monde, elle continue à diffuser sa bienfaisance grâce à d'autres bénévoles.